Lors de l'Assemblée générale, mes collègues ont été applaudis. Moi, j'ai reçu une lettre de licenciement. Des rires ont éclaté, alors que je me tenais là, humilié. Personne ne savait que le PDG avait signé un contrat spécial, 2 ans plus tôt. Jusqu'à ce que le service juridique en fasse la lecture à haute voix, et qu'une seule clause ne gèle 70 millions de dollars. Les rires m'ont frappé comme une gifle, en plein visage. Ce n'était pas le genre de rire que l'on entend au départ en retraite d'un ami, ou lorsque quelqu'un raconte une bonne blague, autour d'une bière. C'était un rire laid, tranchant, blessant, le genre de bruit que font les gens lorsqu'ils sont soulagés de ne pas être à votre place, debout, à tenir toute leur carrière dans une simple enveloppe Kraft. Je m'appelle Benjamin et j'ai 48 ans, et je viens de me faire licencier de la manière la plus humiliante qui soit, lors de l'Assemblée générale trimestrielle de Dataflow Technologies. Je me tenais là, devant 200 employés, avec un badge de sécurité désactivé, et une lettre de licenciement encore chaude, tout juste sortie de l'imprimante. Le papier avait cette odeur typique de copie fraîche, comme s'il l'avait rédigé à la va-vite, pendant la pause café. Bradley Hoffman, notre PDG par intérim, enchaînait déjà sur un discours bien rodé, parlant d'embrasser l'innovation, et de mener le changement, tandis que je restais planté là, immobile comme un mannequin de vitrine. 18 ans, 18 sacrées années, à éviter que cette entreprise ne marche sur toutes les mines réglementaires, dans le secteur technologique. Je les avais guidés à travers 3 audits majeurs de la SEC, j'avais évité 2 violations de données catastrophiques, qui auraient fait la une des journaux nationaux, et j'avais personnellement épargné à l'entreprise une amende de 15 millions de dollars pour non-conformité au RGPD. Lors de notre expansion en Europe. Ma récompense? Un avis de licenciement, présenté comme une chute de plaisanterie. Le pire, ce n'était pas le licenciement en soi. C'était de voir Greg Patterson, du développement produit, installé au 3e rang, essayer de masquer ses ricanements par une fausse toux. Très professionnel. Derrière lui, j'apercevais Jennifer Walsh, du marketing, en train d'envoyer un SMS, sans doute pour propager la nouvelle, avant même que je ne quitte le bâtiment. C'étaient des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années, des personnes dont j'avais discrètement corrigé les erreurs réglementaires, sans jamais chercher à en tirer de la gloire. Quand j'avais 22 ans, tout juste sorti de là. Navy, mon instructeur répétait souvent, l'attention aux détails, c'est ce qui maintient les gens en vie. J'ai gardé ce précepte en moi, tout au long de mes 6 années de service, et de mes 18 années dans le monde des affaires américain. Pendant que les autres soignaient leur réseau sur les terrains de golf, ou faisaient de la lèche lors des afterworks de l'entreprise, moi, je relisais les avenants au contrat, et je mémorisais les protocoles de conformité. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais cela évitait des ennuis à Dataflow. L'entreprise était passée de 150 employés, à mes débuts, à plus de 850. Aujourd'hui. À chaque expansion, à chaque nouvelle gamme de produits, à chaque changement de réglementation, j'étais là, veillant à ce que tout soit fait dans les règles. Lorsque la loi Sarbanes-Oxley est entrée en vigueur en 2002, j'ai passé 6 mois à restructurer l'ensemble de notre processus de reporting financier. Durant la crise financière de 2008, mes évaluations des risques nous ont évité de commettre les mêmes erreurs, celles-là même qui ont englouti nos concurrents. Quand le RGPD a été déployé en 2018, les entreprises de la Silicon Valley paniquaient, mais Dataflow a traversé la tempête sans encombre, car je m'y préparais depuis déjà 2 ans. Mais apparemment, rien de tout cela ne comptait plus. La voix de Hoffman résonnait, monocorde, parlant de rationaliser les opérations, et de s'aligner sur notre culture d'entreprise dynamique. Traduction, il voulait se débarrasser du vieux de la vieille, celui qui lisait vraiment les petites lignes, et qui disait non, quand quelque chose semblait suspect. J'étais devenu un fardeau, un obstacle à leur grand projet. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase était survenue 3 semaines plus tôt.
Hoffman, et son vice-président prodige, Nathan Burke, avaient présenté un projet d'acquisition pour une start-up prometteuse, appelée TechVantage. Sur le papier, tout semblait parfait. Une plateforme d'IA innovante, de jeunes talents, et une croissance projetée de 200%. Pourtant, quand j'ai creusé leur historique de conformité, j'ai découvert des failles béantes, de véritables gouffres. Des déclarations incomplètes à la SEC, des revendications de propriété intellectuelle douteuses, et des projections financières, dignes d'un conte de fées. J'avais fait part de mes inquiétudes, lors d'une réunion avec l'équipe de direction. Burke avait levé les yeux au ciel, marmonnant que cette mentalité de la vieille école freinait le progrès. Hoffman, quant à lui, hochait la tête, visiblement plus intéressé par le buzz de la start-up que par son bilan comptable. Il voulait accélérer la transaction, faire l'impasse sur un audit préalable approfondi, et annoncer la nouvelle lors de la conférence annuelle des investisseurs, pour un impact médiatique maximal. J'ai refusé d'apporter ma signature. C'était mon rôle de protéger l'entreprise, même quand l'entreprise elle-même refusait d'être protégée. Ben, il est peut-être temps d'envisager que ton approche est un peu dépassée, m'avait dit Hoffman pendant cette réunion. Sa façon de prononcer le mot « dépassé » donnait l'impression de parler d'une maladie. À présent, en sortant de cette salle de réunion, avec le peu de dignité qu'il me restait, je comprenais qu'il planifiait cela depuis des semaines. La lettre de licenciement évoquait une restructuration pour l'efficacité opérationnelle et un désalignement avec les objectifs de l'entreprise. De grands mots pour dire. Nous n'aimons pas que l'on nous dise non, surtout de la part de quelqu'un d'assez vieux pour se souvenir de l'époque où une poignée de main professionnelle avait encore de la valeur. Le couloir ressemblait à un cortège funéraire, où j'étais à la fois le défunt et celui qui mène le deuil. Même Janet de la réception, que j'avais pourtant aidé à obtenir un stage pour son neveu l'été dernier, n'osait pas croiser mon regard. Les nouvelles circulent vite dans le milieu des affaires américains, et apparemment, j'étais déjà devenu radioactif. Je suis rentré chez moi au volant de mon F-150, en faisant un grand détour par le centre-ville. Il y a 22 ans, j'avais acheté ce camion, juste après avoir quitté la Navy. Il affichait aujourd'hui 180 000 miles au compteur, présentait quelques bosses et rayures, mais il roulait toujours, comme au premier jour. Contrairement à la loyauté en entreprise, certaines choses durent vraiment. Mon ex-femme, Lisa, aurait dit que c'était le karma, le juste retour pour toutes ces nuits tardives et ces dîners manqués. Elle avait demandé le divorce il y a 5 ans, fatiguée de devoir rivaliser avec des feuilles de calcul et des manuels de conformité pour attirer mon attention. Mes enfants, Sarah et Michael, ont maintenant 19 et 21 ans, et sont tous deux à l'université. Ils m'appellent encore, mais pas aussi souvent que je le voudrais. C'est curieux de voir comment on passe sa carrière à bâtir quelque chose que l'on croit durable, pour finalement réaliser qu'on l'a construit sur le terrain de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, je me suis installé dans ma cuisine, avec une Budweiser bien fraîche et mon ordinateur portable, réfléchissant à la suite des événements. À 48 ans, je n'étais pas franchement une denrée recherchée dans cette Silicon Valley. Obsédé par la jeunesse. Mon profil LinkedIn aurait bien besoin d'une mise à jour, et l'idée même de devoir expliquer ce licenciement à de futurs employeurs me tordait l'estomac. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient sur moi. Je ne jette jamais rien. Qu'on appelle cela de la formation militaire, ou de la pure obstination, je garde absolument tout. Chaque email, chaque mémo, chaque conversation d'importance est documentée, et soigneusement classée. Mon bureau à domicile abrite 3 classeurs métalliques, remplis de documents que la plupart des gens auraient jetés depuis des années. Des polices d'assurance, des déclarations d'impôts, des dossiers médicaux, et, bien sûr, mes contrats de travail. Enfoui dans cette collection, se trouvait un document que Hoffman et son équipe
auraient bien fait de se rappeler, avant de décider de faire de moi leur bouc émissaire. Il y a 2 ans, le 15 mars 2022, Jonathan Keane m'avait appelé dans son bureau. Pas par l'intermédiaire de son assistante, Carole, ni par une invitation officielle truffée de jargon d'entreprise. Il s'était simplement approché de mon bureau à 16h30, un mardi, et m'avait dit « Ben, tu as 1 minute ? J'aimerais te soumettre quelque chose. » Je l'ai suivi jusqu'à son bureau d'angle, celui qui offrait cette vue sur la baie de San Francisco, celle-là même qui rappelle à chacun pourquoi on tolère la folie de la Silicon Valley. Il a fermé la porte derrière nous, ce qui était rare. En 16 ans de collaboration avec Keane, il n'avait fermé cette porte qu'une douzaine de fois, et ce n'était jamais pour annoncer une bonne nouvelle. « Tu es le seul ici qui lit vraiment ce qu'il signe », a-t-il dit, en faisant glisser un document sur son bureau en acajou. Le papier était épais, coûteux, du genre de ce que l'on réserve aux contrats de premier ordre. J'ai besoin que ce soit verrouillé plus solidement que Fort Knox, avant que je ne commence mon congé maladie. À l'époque, je pensais qu'il s'agissait simplement d'une précaution excessive. Keane venait de recevoir un diagnostic de cancer du pancréas de stade 3, et chacun savait que le pronostic n'était pas très encourageant. Le conseil d'administration avait déjà nommé Hoffman au poste de PDG par intérim, et les rumeurs allaient bon train sur d'éventuelles restructurations, des réductions de coûts, bref, tout le balai habituel des vautours d'entreprise, qui tournoient dès que la direction vacille. Le document était un avenant à mon contrat de travail. Pour l'essentiel, c'était du jargon juridique classique. Des ajustements de salaire, des mises à jour d'avantages sociaux, et des modifications de la structure hiérarchique. Pourtant, une section se distinguait particulièrement, dissimulée à la page 3, rédigée dans un langage juridique si dense, que la plupart des gens le survolaient sans lire. Section 7b, désignation de l'autorité principale de conformité. L'employé désigné exercera les fonctions d'autorité principale de conformité, avec un devoir de rapport direct au directeur général. Le licenciement de l'autorité principale de conformité ne peut être exécuté qu'avec l'autorisation écrite préalable du directeur général. Tout licenciement effectué sans une telle autorisation rend l'ensemble des décisions financières de niveau exécutif, ainsi que les initiatives stratégiques, sujettes à un examen obligatoire de conformité, et à une nullité potentielle, avec effet rétroactif à compter de la date de la décision non autorisée. J'ai relu le paragraphe 2 fois, puis j'ai levé les yeux vers Keane. Cela me donne un droit de veto sur pratiquement tout, si je me fais renvoyer sans ton accord. Il a hoché la tête, le visage sombre. Ben, j'ai vu ce qui se passe. Quand les entreprises perdent leur mémoire institutionnelle, quand les comptables prennent le contrôle, et se mettent à écarter les personnes qui savent comment les choses fonctionnent réellement. Il a tapoté le document avec son stylo. Tu nous as préservés de toutes les tempêtes réglementaires. Depuis 18 ans. Cela garantit simplement qu'ils ne pourront pas te jeter par-dessus bord, dès que je ne serai plus là pour surveiller leurs arrières. Et s'il t'arrive quelque chose? Alors tu devras t'assurer que celui qui me succédera sache exactement ce que tu vaux. J'ai signé. Il a signé. Nous l'avons déposé aux ressources humaines, et au service juridique. Ensuite, la vie a repris son cours, et pour être honnête, j'ai fini par oublier cette histoire. Keane a commencé ses traitements, Hoffman a repris la gestion quotidienne, et j'ai continué à faire ce que j'avais toujours fait, lire les petits caractères, et éviter les ennuis à Dataflow. Jusqu'à hier, le 12 octobre 2024, lorsqu'ils m'ont remis 7 lettres de licenciement. À 15h15, devant 200 employés. À présent, assis dans ma cuisine avec cette deuxième bière qui tiédissait dans ma main, j'ai sorti le dossier intitulé « Emploi, Dataflow » de 2006 à aujourd'hui. Tout y était, classé par ordre chronologique, comme un manuel
d'opérations militaires. Les propositions d'embauche, les évaluations de performance, les ajustements de salaire, et, pile au milieu, l'avenant de mars 2022, arborant nos 2 signatures bien visibles. J'ai pris en photo la page concernée avec mon téléphone, puis j'ai commencé à rédiger un email. Jonathan, j'espère que ton traitement se passe bien, et que tu reprends des forces. Une question rapide concernant la clause sur l'autorité principale de conformité que nous avons signée en mars 2022. As-tu autorisé mon licenciement? Aujourd'hui? On m'a remis les documents cet après-midi, lors de l'Assemblée générale. J'ai cliqué sur envoyer à 23h47. La réponse est revenue bien plus vite que prévu, à minuit 3. Ben, c'est quoi ce bordel? Non, je n'ai absolument rien autorisé. Je me bats toujours contre ce cancer, mais mon cerveau fonctionne très bien. Ils viennent de violer cette clause d'une manière absolument spectaculaire. Regarde tes emails dès demain matin, à la première heure. Il est temps de leur rappeler pourquoi ce document existe. JK. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines. C'est incroyable ce qu'un peu de sécurité de l'emploi peut apporter comme tranquillité d'esprit, même quand on vient techniquement de se faire renvoyer. Mon téléphone a commencé à vibrer dès 6h15, réveillé par des notifications. Pas seulement 1 ou 2 emails, mais un flux continu de messages marqués « urgent ». Attention immédiate requise, et mon préféré, crise de conformité. Réunion générale. Le premier email venait de Richard Lawson, le directeur juridique de Dataflow. Objet, gel des décisions exécutives. Examen immédiat requis. Benjamin, s'il te plaît, ne tiens pas compte de l'avis de licenciement d'hier. Le service juridique a identifié des vices de procédure majeures dans le processus de licenciement. Toutes les décisions de la direction, prises après 15h15 le 12 octobre, font actuellement l'objet d'un examen de conformité immédiat, conformément au protocole de la section 7B. Merci de te présenter à la salle de réunion à 9h, pour une consultation d'urgence. Richard. Le deuxième email provenait de Hoffman lui-même, et je pouvais presque ressentir sa panique à travers l'écran. Ben, il faut que l'on se parle au plus vite. Il y a un malentendu sur ton statut d'emploi. Pouvons-nous nous voir ce matin, pour tirer cela au clair? Bradley. Le troisième email m'a fait sourire. Il venait de Patricia Johnson, de la comptabilité, et m'avait été transféré par le système de conformité automatisé. Alerte, toutes les danses discrétionnaires supérieures à $10 000 ont été signalées pour examen par l'autorité principale de conformité. Cela comprend les bonus exécutifs du 4e trimestre, $2,3 millions, les paiements d'acquisition de TechVantage, $47 millions, les renouvellements de contrats de fournisseurs, $8,7 millions, et le projet d'extension des locaux, $12 millions. Total des actifs gelés, $70 millions. Veuillez contacter Benjamin et pour obtenir l'autorisation de paiement. $70 millions. Ils avaient réussi à bloquer 70 millions de dollars en moins de 12 heures, simplement en me licenciant sans autorisation valide. Dans la Navy, nous avions un dicton, une bonne planification évite des performances minables. Visiblement, l'équipe dirigeante de Dataflow avait séché cette leçon. Mon téléphone a sonné à 7h30. Richard Lawson avait la voix de quelqu'un qui a passé la nuit blanche, à boire du café, et à éplucher des contrats. Ben, dis-moi que tu peux venir ce matin, s'il te plaît. Nous avons un problème majeur. Je ne travaille plus chez vous, tu te souviens? Vous me l'avez fait comprendre très clairement hier. En fait, c'est plus compliqué que ça. Écoute, je vais être franc avec toi. Cette clause que toi et Kin avez signée, elle est blindée, inattaquable, et elle vient de déclencher un gel financier général au sein de l'entreprise. Au point que le conseil d'administration convoque des réunions d'urgence.
Cela ressemble à un problème que le PDG par intérim devrait gérer. Ben, je t'en prie, tu peux venir? Nous devons régler cela avant l'ouverture des marchés. L'accord avec TechVantage est censé être finalisé cette semaine, et si nous ne pouvons pas traiter les paiements. Il n'a pas eu besoin de terminer sa phrase. Je savais exactement ce qui se passerait. Une acquisition de 47 millions de dollars qui échoue pour des vices de procédure ferait plonger l'action de Dataflow, et déclencherait probablement des enquêtes de la SEC sur nos contrôles internes. J'y serai à 9 heures, ai-je répondu, mais je viens par mes propres moyens, et je ne signerai rien avant d'avoir compris exactement ce que vous avez fabriqué. C'est bien normal. Et Ben, tu devrais peut-être apporter l'original de ton contrat avec toi. Après avoir raccroché, je me suis versé une tasse de café, et j'ai parcouru le reste des messages. Le système automatique de conformité avait été très actif durant la nuit, signalant la moindre décision financière d'envergure prise depuis mon éviction. C'était comme regarder des dominos s'effondrer au ralenti. Sauf que chaque domino représentait des millions de dollars. La beauté de la situation résidait dans ce retournement complet. Hier encore, j'étais le vieux de la vieille, incapable de s'adapter aux pratiques commerciales modernes. Aujourd'hui, j'étais le dernier rempart entre Dataflow et une catastrophe réglementaire imminente. Parfois, la meilleure des vengeances consiste simplement à avoir raison, et à posséder les documents qui le prouvent. Je me suis rendu au bureau de Dataflow au volant de mon F-150, en prenant tout mon temps. On ne se presse pas quand on a toutes les cartes en main. Le gardien du parking, Miguel, m'a lancé un regard perplexe quand je me suis garé. Bonjour, monsieur Hay. Je croyais que vous. Enfin, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des changements hier. On peaufine encore les détails, Miguel. L'entreprise ne semble pas trop savoir si elle veut de moi ou pas. Il m'a tendu un pass de stationnement temporaire, l'air toujours aussi confus. Les rumeurs vont vite dans le monde des affaires, mais visiblement, la crise juridique de la nuit n'était pas encore parvenue jusqu'au poste de sécurité. L'ascension en ascenseur vers le 12e étage m'a paru différente. D'ordinaire, je passais ce temps à revoir mentalement mon emploi du temps de la matinée, ou à réfléchir aux urgences réglementaires à éteindre. Aujourd'hui, je m'apprêtais à entrer dans une pièce remplie de gens, qui avaient probablement passé la nuit à réaliser l'ampleur de leurs bêtises. Richard Lawson m'a accueilli à la sortie de l'ascenseur, avec un tout nouveau badge de sécurité. Ce n'était pas un simple passe visiteur, mais un véritable badge, orné d'une bande noire que je n'avais encore jamais vue. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé, en l'épinglant à ma chemise. Autorisation de conformité exécutive. Le service juridique l'a créée ce matin. Elle te donne accès à absolument tout. Les finances, les contrats, les communications de la direction, la totale. J'ai hoché la tête. Où a lieu la réunion? Salle de conférence A. Tout le monde t'attend. La salle de conférence a été le plus grand espace de réunion de Dataflow. Celui réservé au conseil d'administration, et aux grandes annonces. Quand je suis entré, l'endroit ressemblait à une zone de guerre. Il y avait des papiers partout, de nombreux ordinateurs portables ouverts, des tasses de café alignées comme des petits soldats, et cette sorte d'énergie frénétique que l'on ne voit habituellement que lors des audits de la SEC, ou des tentatives d'OPA hostiles. Toute l'équipe de direction était présente. Hoffman siégeait en bout de table, avec l'expression de quelqu'un à qui l'on vient d'annoncer que sa maison a brûlé, et que son assurance a été résiliée. Christina Walsh, des ressources humaines, tapait frénétiquement sur son téléphone, probablement en train de mettre à jour son CV. Nathan Burke, le vice-président prodige qui avait qualifié mes méthodes de vieux jeu, fixait son écran d'ordinateur, comme s'il espérait y trouver une issue de secours. Étaient également présentes des personnes que je voyais rarement lors de ces réunions. Patricia Johnson, de la comptabilité, semblait mal à l'aise dans son
Plus beau costume. Marcus Rodriguez, de la gestion des infrastructures, se demandait visiblement pourquoi il avait été entraîné dans une telle crise de direction. Il y avait aussi 3 avocats que je ne connaissais pas. Probablement recrutés en urgence pour limiter les dégâts. Richard n'a pas perdu de temps en formule de politesse. Il a ouvert un dossier. En a sorti l'avenant à mon contrat, puis l'a posé bien en évidence au milieu de la table, comme une pièce à conviction dans un procès pour meurtre. Voici l'accord d'autorité principale de conformité, signé par Benjamin Hay et l'ancien PDG Jonathan Keane, le 15 mars 2022. Enregistré auprès du service juridique, ratifié par le conseil d'administration, et inscrit dans nos protocoles officiels de gouvernance. Le silence était tel que l'on pouvait entendre le vrombissement de la climatisation. Le licenciement exécuté hier à 15h15 a été effectué sans l'autorisation du PDG, contrairement à ce qu'exige la section 7B de cet accord. Selon les termes de cette clause, toutes les décisions de la direction, prises après ce licenciement non autorisé, sont désormais soumises à un examen de conformité obligatoire, et à une annulation potentielle. Hoffman s'est raclé la gorge. Richard, il y a sûrement un moyen de... Non. La voix de Richard était ferme, sans appel. La formulation est absolue. Le licenciement de Benjamin a déclenché un gel automatique de toutes les dépenses discrétionnaires supérieures à $10 000. À compter de ce matin, cela comprend $2,3 millions de bonus exécutifs pour le 4e trimestre, $47 millions destinés à l'acquisition de TechVantage, $8,7 millions de renouvellement de contrats de fournisseurs et $12 millions pour l'extension des installations. L'exposition totale s'élève à $70 millions. Christina Walsh a pâli d'un coup. Les bonus de Noël? Gelés, dans l'attente de l'examen de conformité. Nathan Burke s'est penché en avant. Et pour l'accord avec TechVantage? Nous sommes censés signer ce vendredi. Actuellement gelé. L'équipe juridique de l'entreprise cible a été informée de la procédure de contrôle. Ils sont inquiets. Le mot « inquiet » est resté suspendu dans l'air, comme une odeur désagréable. Dans le jargon de l'entreprise, inquiet signifiait qu'il cherchait déjà une porte de sortie. L'un des avocats externes a pris la parole. Que faudrait-il faire exactement pour résoudre cette situation? Richard a fait un geste de la main vers moi. Cela dépend entièrement de Benjamin. En vertu de la section 7B, il détient désormais l'autorité absolue sur toutes les décisions prises durant la période de nullité. Il peut les approuver, les modifier, ou les annuler complètement. Tous les regards se sont alors tournés vers moi. Pendant 18 ans, j'avais été l'homme de l'ombre, celui qui repérait les erreurs avant qu'elles ne se transforment en désastre. À présent, j'étais assis en bout de table, investi du pouvoir de valider ou de détruire tous leurs plans, si minutieusement élaborés. J'exige un accès complet à tous les dossiers financiers des 6 derniers mois. Ai-je déclaré, d'une voix calme et posée. Je veux toutes les communications de la direction concernant les plans de restructuration. De plus, je demande une explication détaillée concernant le processus décisionnel qui a mené à mon licenciement. Christina Walsh a levé la main, comme une élève à l'école. Qu'en est-il de nos packages de rémunération? Je l'ai fixé longuement. Elle faisait partie de ceux qui envoyaient des SMS. Pendant mon humiliation publique d'hier. Cela dépendra de ce que je découvrirai au cours de mon examen. Cela pourrait prendre une semaine, un mois, ou se prolonger indéfiniment si je découvre de réelles infractions. Hoffman a tenté de sauver un semblant d'autorité. Ben, soyons raisonnables. Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Vraiment? Parce qu'hier encore, ce que vous jugiez le mieux pour l'entreprise, c'était de vous débarrasser du seul type qui vous a évité des ennuis réglementaires pendant près de 2 décennies. La porte de la salle de conférence s'est ouverte, et l'assistant de Richard a fait rouler un grand écran. Le moniteur s'est allumé,
affichant la vidéo en direct de ce qui ressemblait à une chambre d'hôpital. Jonathan Keane est apparu à l'écran, plus amaigri que dans mes souvenirs, mais avec ce même regard d'aigle. Celui-là même qui avait permis de transformer Dataflow, petite start-up assez début, en un acteur majeur du secteur. Bonjour à tous, a-t-il dit, la voix claire malgré la canule d'oxygène sous son nez. Je vois que nous avons un problème. La température dans la pièce a brusquement chuté. Hoffman s'est redressé sur sa chaise, comme un cadet pris en flagrant délit de mauvaise posture lors d'une inspection. Jonathan, a balbutié Hoffman, nous étions justement en train de discuter. Je sais exactement de quoi vous parliez. J'ai été mis au courant de toute la situation. Le regard de Keane a balayé la pièce, à travers l'objectif de la caméra. Ben, ravi de te voir. Désolé pour le cirque d'hier. Ce n'est pas de ta faute, patron. Tu avais des choses bien plus importantes à gérer. Keane a esquissé un léger sourire. Combattre le cancer est plus facile que de gérer la politique d'entreprise, crois-moi. Son expression s'est durcie. Lorsqu'il s'est adressé à l'Assemblée, vous avez renvoyé, sans me consulter, la seule personne qui vous évitait les ennuis réglementaires, et cela en pleine période d'examen par la SEC, concernant le calendrier de divulgation de la fusion Hartford. Nathan Burke a tenté de l'interrompre. Jonathan, cette décision était basée sur l'arrogance, et sur la stupidité. La voix de Keane a tranché l'atmosphère comme une lame de rasoir. Ben a épargné à cette entreprise des millions de dollars d'amende au fil des ans. Lors de l'audit Dantec en 2019, la préparation rigoureuse de Ben nous a évité une pénalité de 8 millions de dollars. Quant au déploiement de la conformité au RGPD, la structure mise en place par Ben a empêché ce qui aurait pu être une amende de 25 millions de dollars. Et vous le licenciez simplement parce qu'il refuse de valider à l'aveugle votre projet d'acquisition bancale. Le silence qui a suivi était assourdissant. Voici ce qui va se passer, a poursuivi Keane. Ben est réintégré immédiatement, avec les pleins pouvoirs sur toutes les questions de conformité. L'équipe de direction va devoir se soumettre à un examen complet de toutes les décisions prises depuis son départ, et je vous conseille vivement de coopérer pleinement, car la SEC n'apprécie pas du tout que l'on joue avec la surveillance réglementaire. Il a fait une pause, laissant ses mots peser sur l'audience. Ben, tu as mon soutien le plus total pour faire tout ce qui sera nécessaire afin de nettoyer cette pagaille. Quant aux autres, je vous suggère de réfléchir dès maintenant à la façon dont vous allez expliquer vos actes au conseil d'administration. Lorsqu'ils vous demanderont pourquoi vous venez de bloquer 70 millions de dollars d'actifs. L'écran s'est éteint, plongeant à nouveau la pièce dans un silence de plomb. Richard m'a tendu un nouveau contrat, en le faisant glisser sur la table. Le papier était épais, officiel, marqué du logo de Dataflow en relief. Cela te réintègre au poste de directeur principal, avec une autorité exécutive élargie. Le conseil d'administration a voté cette décision à l'unanimité ce matin même. À 7h30. J'ai parcouru le document du regard. Mon salaire avait été augmenté de 15%, et on m'attribuait un nouveau titre, directeur de la gestion des risques, rattaché directement au conseil d'administration. Plus important encore, la clause d'autorité de conformité devenait permanente, ne dépendant plus du bon vouloir d'un quelconque PDG. Le conseil a réagi très vite, ai-je fait remarquer, en apposant ma signature à côté des leurs. Ils y étaient grandement incités, a répondu sèchement Richard. L'acquisition de TechVantage devait être finalisée ce vendredi. Leur équipe juridique a commencé à poser des questions, dès qu'ils ont constaté qu'aucune autorisation de paiement n'était émise. Les contrats à terme sur l'action ont chuté de 3% avant l'ouverture de la bourse, suite aux rumeurs de défaillance des contrôles internes. Autour de la table,
Les visages qui affichaient un sourire narquois à peine 24 heures plus tôt semblaient désormais assister à leurs propres funérailles. Christina Walsh avait cessé de pianoter sur son téléphone. Nathan Burke fixait ses mains, comme s'il espérait y trouver les réponses aux grandes questions de l'existence. J'aurais besoin d'un accès complet à l'ensemble des communications de la direction des 30 derniers jours, ai-je déclaré, en sortant un bloc-notes. Chaque email, SMS, conversation Slack, ainsi que les enregistrements de réunions liées à mon licenciement et à l'acquisition de TechVantage. Hoffman a remué sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Ben, nous pouvons sûrement trouver un terrain d'entente. Aucune négociation. Transparence totale, où rien ne sera débloqué. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai disséqué de manière systématique chaque décision prise depuis mon éviction. Ce que j'ai découvert s'est avéré bien pire que tout ce que j'avais imaginé. L'accord de TechVantage n'avait pas seulement été précipité, il reposait sur des projections financières dignes d'un roman fantastique. Leur déclaration de revenus était gonflée de 40%. Leur chiffre de croissance des utilisateurs comprenait une multitude de faux comptes, et leur portefeuille de propriété intellectuelle présentait plus de trous qu'un gruyère. Burke avait forcé le passage de cette transaction, en contournant délibérément les procédures habituelles d'audit approfondi. Les emails internes révélaient qu'il avait fait pression sur l'équipe de recherche, pour qu'elle se concentre uniquement sur les aspects positifs, en ignorant les signaux d'alarme. Un échange de mails entre Burke et Hoffman était particulièrement accablant. Ben fait son paranoïaque habituel concernant les chiffres de TechVantage. Pouvons-nous avancer sans sa signature, demandait Burke. Laisse-moi faire avec elle. De toute façon, il commence à devenir un fardeau. Cette mentalité vieux jeu ne fonctionne plus sur le marché actuel, répondait Hoffman. Il prévoyait de me licencier depuis des semaines, uniquement pour faire passer une acquisition qui aurait détruit la réputation de Dataflow, et très probablement déclenché de lourdes enquêtes de la SEC. Pourtant, l'affaire TechVantage n'était qu'un début. Durant mes investigations, j'ai découvert 3,2 millions de dollars de bonus de performance approuvés sans aucune supervision du conseil d'administration. Les notes de frais des cadres incluaient des vacances personnelles, camouflées en voyage d'affaires. J'ai également trouvé un contrat de conseil de 800 000 dollars, versé à l'agence de marketing du beau-frère de Burke, pour des prestations qui n'avaient jamais été réalisées. Chaque nouvelle découverte entraînait le gel d'un autre compte, le retard d'un autre paiement, et une nuit blanche de plus pour tous ceux qui pensaient pouvoir m'écarter si facilement. Dès la 2e semaine, la presse spécialisée s'est emparée de l'affaire. Un titre s'est affiché à la une de Tech Compliance Weekly. L'expert en conformité de Dataflow sauve l'entreprise d'un désastre réglementaire. L'article détaillait comment des failles dans le contrôle interne avaient failli mener à une acquisition catastrophique, évitée de justesse grâce à la vigilance du responsable de la gestion des risques. Mon téléphone s'est mis à sonner, débordant d'offres d'emploi venant de concurrents, qui comprenaient soudain l'immense valeur de disposer de quelqu'un maîtrisant parfaitement la conformité réglementaire. J'ai reçu de nombreux messages sur LinkedIn d'anciens collègues s'enquérant de mon intérêt pour des missions de conseil. Des chasseurs de tête me contactaient pour me proposer des postes au sein d'entreprises qui, auparavant, ne m'auraient même pas accordé un regard. Mais je n'avais nulle intention de partir. La véritable satisfaction est survenue lors de la 4e semaine, lorsque le conseil d'administration a tenu sa réunion mensuelle. J'ai été invité à présenter mes conclusions directement aux administrateurs. Ils étaient 9, dont 3 avaient siégé dans des conseils d'administration à l'époque des scandales d'Enron et de WorldCom, et savaient donc parfaitement ce que les défaillances réglementaires pouvaient infliger à une entreprise. Le licenciement non autorisé de notre autorité principale de conformité a engendré une cascade de vices de procédure, ai-je expliqué, en faisant défiler les diapositives qui détaillaient chaque découverte. En l'absence d'une
Surveillance adéquate, l'équipe de direction a approuvé environ 51 millions de dollars de dépenses, qui ne respectaient pas nos normes fiduciaires. La présidente du conseil, Margaret Stevens, une ancienne procureure fédérale de 68 ans, s'est penchée en avant. Que se serait-il passé si cette acquisition avait abouti? Selon une estimation prudente, nous aurions fait face à 25 millions de dollars d'amende de la SEC, à d'éventuelles poursuites pénales pour les dirigeants impliqués dans ces fausses déclarations, et à des dommages irréparables pour notre réputation sur le marché. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité l'annulation définitive de l'acquisition de TechVantage. Ils ont également accepté les démissions forcées de Nathan Burke, ainsi que de 2 autres vice-présidents impliqués dans le forcing de cette transaction. Hoffman a conservé son poste, mais il a été placé sous surveillance renforcée, ce qui, dans le jargon de l'entreprise, signifie qu'au moindre faux pas, il sera définitivement renvoyé. 6 mois plus tard, j'ai été promu au poste de directeur en chef des risques, obtenant par la même occasion un siège au conseil d'administration. Mon nouveau bureau se situait désormais à 3 portes de celui de Hoffman, offrant 7. Même vue sur la baie de San Francisco, qui me rappelait pourquoi j'avais tenu bon face à toutes ces absurdités administratives. Le service de conformité est passé de 3 à 8 personnes. Mon budget a augmenté de 2 cents pour cent et, par-dessus tout, chaque décision stratégique majeure nécessite désormais ma signature écrite, avant de pouvoir être mise en œuvre. À présent, lorsque de nouveaux dirigeants rejoignent l'entreprise, ils suivent obligatoirement une formation approfondie sur les protocoles de réglementation. La présentation inclut systématiquement une étude de cas sur l'acquisition de TechVantage, montrant ce qui se produit lorsque l'on contourne une surveillance adéquate. Le message est on ne peut plus clair, respectez le processus, ou vous en paierez le prix. Mes enfants ont commencé à m'appeler plus souvent, après ma promotion. Sarah, qui est aujourd'hui en 3e année à Berkeley où elle étudie le droit des affaires, m'a dit qu'elle était très fière de voir son père tenir tête au requin de l'entreprise. Michael, qui termine son diplôme d'ingénieur à Stanford, m'a demandé s'il y avait des possibilités de stage au sein du département de la conformité. C'est amusant de voir à quel point la réussite facilite les relations familiales. L'accord de divorce avec Lisa m'avait laissé dans une situation financière difficile pendant des années, mais cette promotion, associée aux options d'achat d'actions, m'a permis de respirer à nouveau. J'ai remboursé l'intégralité du prêt immobilier de ma maison, et j'ai commencé à alimenter un compte d'épargne retraite, qui devrait me permettre de vivre confortablement le jour où je déciderai enfin de fermer mes manuels de conformité. Aujourd'hui, lorsque des conférences professionnelles m'invitent à m'exprimer sur la gestion des risques, je raconte toujours la même histoire. Comment une entreprise a bien failli se détruire elle-même, en licenciant la seule personne qui savait exactement où étaient cachés les cadavres. Comment une documentation rigoureuse, et l'attention portée aux moindres détails, peuvent faire toute la différence entre la conformité réglementaire et la faillite pure et simple d'une multinationale. La plus grande satisfaction ne réside ni dans l'argent, ni dans le titre, ni même dans le respect de mes pairs. Elle se trouve dans ce rituel, chaque lundi matin, lorsque je pénètre dans la salle de conférence, et que je vois des dirigeants, qui m'ignoraient autrefois, écouter désormais religieusement chacune de mes paroles. Ils ont appris à leurs dépens que, dans le monde des affaires américain, la personne la plus redoutable n'est pas celle qui possède le plus grand bureau, ou qui parle le plus fort. C'est celle qui prend le temps de lire les contrats, et qui se souvient parfaitement de ce qui s'est produit là. Dernière fois que quelqu'un s'est cru au-dessus des règles. Parfois, la meilleure des vengeances consiste simplement à avoir raison, et à disposer de 18 années de documents pour le prouver.